Est-ce que la connexion est bonne pour celles et ceux qui sont derrière leur écran? Vous nous entendez bien? On va pouvoir commencer. Bien, mesdames et messieurs, nous vous remercions de vous être rendus disponibles pour cette conférence de presse sur la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion, au financement du sport professionnel. Nous nous retrouvons quasiment 6 mois, jour pour jour, après la présentation du rapport que nous avions fait sur justement la question de la financiarisation du football français et que Michel Savin avait rédigé et que nous avions eu l'occasion de vous présenter. Est-ce que notre constat fait à l'époque est modifié par les événements qui ont pu se dérouler par dans les 6 mois écoulés? Évidemment non. Est-ce que la situation du football professionnel français s'est améliorée en l'espace de 6 mois? Évidemment non. Nous pensons au contraire qu'aujourd'hui le football professionnel français est au pied du mur, avec une succession de décisions malheureuses qui aujourd'hui menacent profondément profondément et durablement à la fois son modèle financier, j'y reviendrai, et aussi mettent en grande difficulté son modèle de gouvernance. Le football professionnel apparaît aujourd'hui comme un bateau ivre qui navigue au gré du vent et qui, si rien n'est fait et si rien n'est fait rapidement, va s'échouer inéluctablement. C'est tout l'esprit de la proposition de loi que j'ai déposée ce matin et nous allons vous présenter cet après-midi. Je vais la présenter, puis bien sûr Michel Savin, qui est l'auteur du rapport de la mission d'information, complétera mes propos. Vous avez compris depuis plusieurs mois que nous travaillons sur ce sujet, évidemment, en équipe. Bon, comme vous le savez, cette mission d'information a dressé un constat sans ambiguïté, à la fois sur le fait que le football connaît une transformation profonde de son modèle économique, pour les raisons que vous connaissez. La baisse des droits audiovisuels de la Ligue 1 entraîne une inégalité croissante entre les clubs en fonction de leur degré de dépendance à ces droits. Les clubs bénéficiant des droits européens ou soutenus par de puissants investisseurs creusent l'écart avec le reste du championnat et on arrive à quelque part à un championnat à double vitesse dans lequel évidemment l'aléa sportif est de ce fait réduit. La baisse des revenus met certains clubs en danger de faillite. Bien entendu, nous n'avons pas de boule de cristal en la matière et on espère que ces situations ne se produiront pas, mais c'est une échéance à court et moyen terme que nous avons à l'esprit et qui peut relancer encore la nécessité d'agir et agir rapidement. L'entrée d'un fonds d'investissement au capital de la société commerciale de la Ligue n'a pas permis d'inverser ces tendances, malgré les discours qui étaient faits au moment de la création de cette société commerciale, et malgré surtout le $1,5 milliard qui a été injecté dans le football professionnel. Ces tendances depuis n'ont fait que s'amplifier. L'économie du sport professionnel subit par ailleurs de façon croissante les effets du piratage, alimenté par la hausse du coût des différents abonnements cumulés nécessaires pour visionner l'ensemble des compétitions, et aussi par la perte de confiance des amateurs de football, ceux qui sont prêts à prendre des abonnements, la perte des confiances dans les dirigeants du football professionnel, j'y reviendrai. Toujours dans ce constat, les problèmes structurels de gouvernance qui font obstacle, malheureusement, à toute réforme d'ampleur. Cette gouvernance est singulièrement opacifiée avec la création de la société commerciale. Elle fait média, le fonctionnement de la Ligue est l'objet de nombreuses interrogations s'agissant de la gestion des conflits d'intérêts, du mode d'association des clubs à la prise de décision ou encore des rôles respectifs de la Ligue et de la société commerciale. Comme vous, quand certaines personnes s'expriment, on ne sait pas si elles s'expriment au nom de la Ligue de football professionnel ou au nom de la société commerciale, et on ne sait pas quand des décisions sont prises, si elles sont prises dans le cadre des modes de gouvernance de la société commerciale ou si elles sont prises à travers les instances de la Ligue. Il y a une espèce de flou qui certainement participe d'abord
à faire en sorte qu'il y ait des contestations dans le processus de décision et faire aussi, surtout, qui participe surtout à cette opacité qui n'est pas bonne, quelle que soit l'instance ou l'institution concernée. C'est pourquoi nous avions préconisé, avec Michel Savin, dans le rapport, une clarification des rôles de chacun et un renforcement du positionnement de l'État et de la fédération. Depuis notre rapport, les difficultés ont continué de s'aggraver. Les relations entre la Ligue et ses diffuseurs ne sont pas stabilisées. Vous en avez été, comme nous, témoins. Ceux-ci, les diffuseurs, ont manifesté la volonté de renégocier leur contrat. Ils ont la possibilité de rompre leur engagement à la fin de cette année, puisque, comme vous le savez, les clubs avaient demandé qu'une clause de sortie soit possible au bout de 2 années. Et évidemment, cette échéance de la fin de l'année 2025 est une épée de Damoclès sur la solidité du financement, même réduit, obtenu dans le cadre des accords actuels, du contrat actuel. Et on voit bien, à travers notamment la discussion, pour ne pas dire la partie de bras de fer d'ores et déjà engagée avec DAZN, que cette perspective de sortie du contrat actuel est une perspective avec une probabilité non négligeable. La Fédération française de football a pris l'initiative d'états généraux le 3 mars dernier, avec une échéance assez rapide, avec des premiers résultats en avril. Évidemment, nous nous satisfaisons de cette initiative de la Fédération française de football. Elle était nécessaire. Elle montre aussi que dans le marasme du football professionnel, la fédération veut s'impliquer et prendre ses responsabilités. Évidemment, nous ne pouvons que les encourager. Nous proposons donc d'accompagner cette initiative de la fédération sur le plan législatif. C'est la raison d'être de cette proposition de loi qui porte à la fois sur la gouvernance, sur le contrôle financier et aussi sur le pilotage, sur le piratage, pardon. Ces 3 volets sont indissociables pour établir un cercle vertueux fondé sur la confiance, seul à même de relancer l'économie du football professionnel. La proposition de loi que nous vous présentons, vous l'avez dans le dossier qui vous a été remis, comporte 3 volets, et je vais essayer de m'attarder un peu sur les 3 volets pour que vous en compreniez la philosophie, en essayant de décrire sommairement les articles qui composent ces 3 volets. D'abord, premier objectif que nous recherchons, améliorer l'organisation du sport professionnel. Je tiens à préciser que la proposition de loi ne concerne pas que le football professionnel, parce que les différents dispositifs du Code du sport tels qu'ils existent aujourd'hui, bien sûr, ne sont pas spécifiques au football professionnel. Ils concernent l'ensemble des fédérations, et parmi les fédérations, celles qui ont des ligues. Donc les dispositions que nous envisageons s'appliqueront à l'ensemble des fédérations et des ligues, l'ensemble des pratiques sportives qui ont ce modèle d'organisation. Évidemment, vous le comprendrez à travers la description des différents articles, l'exemple du football est très présent. D'abord, et vous allez voir assez rapidement que dans la description de ce que je vais vous présenter dans le contenu de la PPL, on va retrouver les recommandations, enfin, toutes les recommandations qui avaient une dimension législative, les recommandations de Michel Savin dans son rapport. Sur l'organisation du sport professionnel, la PPL comprend un certain nombre d'améliorations du dispositif actuel et, j'y reviendrai dans un instant, aussi une modification en profondeur du dispositif du sport professionnel. Alors, les améliorations du dispositif actuel, c'est d'abord de rendre obligatoire pour les ligues, de rendre compte, de manière obligatoire pour les ligues, chaque année au ministère des Sports, de l'exercice de la subdélégation. Il n'existe pas à ce jour ce rapport, et évidemment, il serait nécessaire, dans le cadre des relations et du dialogue à établir entre ministère et ligue. Prévoir aussi que la rémunération d'un dirigeant ou d'un salarié d'une ligue ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'une entreprise publique. Vous savez, c'était dans les recommandations là aussi du rapport. Le plafond actuel applicable pour les présidents de conseil d'administration des EPIC d'État est fixé à 450 000 €. Et donc, nous demandons que ce même plafond s'applique pour les présidents de ligue. Il rend
de rendre aussi incompatible, c'était également une proposition du rapport, de rendre incompatible la fonction de dirigeant ou de membre du conseil d'administration de la Ligue professionnelle avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle. C'est bien sûr la notion de conflit d'intérêts. Vous aviez plusieurs fois interrogé sur ce point et on avait été assez clair dans le rapport et dans les recommandations, la nécessité de clarifier clairement le rôle des uns et des autres dans les instances et d'éviter qu'il y ait des conflits d'intérêts dès lors qu'une personne a une responsabilité à la fois dans une organisation professionnelle, ligue ou société commerciale, et par ailleurs des responsabilités importantes au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle. Dans un article 3, nous avons souhaité associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel à titre consultatif, pas décisionnel, mais faire en sorte que les associations de supporters, qui sont très absents, en tout cas dans l'organisation actuelle Fédé et Ligue, le soient davantage à travers la prise en compte de leur travail. C'est aussi une façon de les impliquer, de les responsabiliser, y compris dans les aspects importants de lutte contre la violence ou les propos homophobes. L'article 4 apporte des précisions concernant les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues peuvent créer depuis la loi de 2022. Il donne notamment à une fédération une voix délibérative au sein de cette société, puisque vous vous souvenez certainement, nous avions essayé, par l'intermédiaire de Michel Savin, de faire en sorte que les fédérations, dès lors qu'une société commerciale se crée, aient une voix délibérative et non pas consultative. Vous avez expliqué, je crois qu'à l'époque, que le football professionnel était un business et que ce n'était pas l'affaire des amateurs. On pense au contraire que pour assurer une meilleure solidarité entre le monde amateur et le monde professionnel, il est nécessaire que la fédération soit davantage impliquée, y compris dans la société commerciale. Autre disposition prévue dans l'article 4 de la PPL, le fait que l'organisation des paris sportifs qui génèrent directement ou indirectement ne soit pas prise en compte dans le calcul du revenu de l'actionnaire minoritaire, puisque vous savez que c'est le cas, par exemple, dans le cas de la société commerciale du football. Dans un article 5, on modifie les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle. Évidemment, on ne va pas vous retracer, vous le connaissez tout autant que nous, les différents épisodes depuis quelques années sur cette histoire de mise en concurrence des droits d'exploitation audiovisuelle. On voit bien que la tentative en fait d'allotir les différents droits pour faire jouer davantage la concurrence, peut-être, je ne sais pas si elle a permis de faire jouer davantage la concurrence, mais en tout cas elle a une conséquence directe et on le voit aujourd'hui et les amateurs de foot le subissent surtout aujourd'hui. Il y a plusieurs offres et il faut souscrire à plusieurs abonnements pour avoir le championnat de France dans sa globalité. Donc nous proposons à travers cette PPL que celui qui commercialise les droits ait le choix, ait le choix entre soit l'allotissement, soit un seul marché. Libre à lui de choisir, mais que, en tout cas, ça ne soit plus automatiquement un allotissement et qu'il y aura donc, lors du prochain marché, une réflexion à avoir pour savoir si ce sera un marché global ou le système allotissement continuera. Cette possibilité n'était pas inscrite dans la loi, nous l'inscrivons à travers cette PPL. Toujours dans la question de l'organisation, dans un article 6, nous permettons à la fédération de s'associer aux sociétés sportives auxquelles elle a cessé la propriété des droits audiovisuels dans le cadre d'une société commerciale. Jusqu'à maintenant, seule une ligue professionnelle pouvait créer une telle société. Pour rappel, à ce jour, seule la FFF a cédé les droits audiovisuels au club. Toujours dans l'organisation, deux autres mesures qui étaient là aussi dans le rapport. La PPL impose que la proposition de loi, impose que soit fixé par la fédération un écart maximal de distribution des revenus entre les clubs. Là aussi, c'était une proposition du rapport. Vous savez que depuis le dernier marché,
Il y a singulièrement un écart qui s'est agrandi entre les Européens, les clubs européens et les autres. Et ça ne nous semble pas sain qu'il y ait un tel écart. En tout cas, on souhaite que ce soit à la fédération de fixer l'écart et du coup d'exprimer ce qu'elle souhaite en matière de cohérence entre les clubs. Et du coup, à travers ça, c'est aussi la question de l'intérêt sportif du championnat de France qui est posée. Et toujours dans les dispositions d'organisation, nous prévoyons, comme c'était recommandé par le rapport, de renforcer les obligations de déclaration auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique des personnes qui seront dans les conseils d'administration, les organismes de décision de la Ligue et des sociétés commerciales. Voilà les propositions concernant l'organisation du sport professionnel et le lien fédération-ligue. Et puis, nous avons ajouté un article qui, pour être totalement transparent avec vous, n'était pas dans notre rapport, même si à l'époque nous étions interrogés sur l'opportunité de concevoir cette recommandation. Non seulement nous avons apporté une réponse dans cette PPL, mais nous écrivons à travers un article 2, je vous inviterai bien sûr à le regarder avec attention, ce qui pourrait être une nouvelle organisation du sport professionnel. On a tout à l'heure dans le constat, Michel Savin y reviendra peut-être dans un instant, sur la confusion des rôles entre fédération, ligue et surtout ligue, société commerciale. Et nous proposons, à travers l'article 2, sous certaines conditions, notamment quand la situation financière des clubs, des sociétés sportives est en grande difficulté, nous donnons la possibilité aux fédérations de rompre, avant l'échéance, le contrat de subdélégation qui unit la fédération et la Ligue. Cette possibilité existe en droit, elle n'a jamais été formalisée dans le Code du sport, et d'où rend son application beaucoup plus difficile. Nous l'inscrivons dans le Code du sport en déclinant les conséquences si jamais une fédération décidait de mettre fin au contrat de subdélégation. Nous prévoyons à travers cette disposition de transférer tous les biens, les droits et les obligations de la Ligue à la fédération, et nous substituons, si jamais il y a une société commerciale, nous substituons à la Ligue la fédération au sein de la société commerciale, libre à elle, bien sûr, d'associer aussi les clubs sportifs au sein du capital de la société commerciale. Vous avez compris, à travers cet article, que nous donnons la possibilité à la fédération. Je précise bien, nous donnons la possibilité. Ce n'est pas la loi qui va imposer de mettre fin à la subdélégation, mais nous donnons la possibilité à la Fédération française de football, avant l'échéance d'une subdélégation, de mettre fin à une subdélégation et, à travers ça aussi, de supprimer la Ligue auquel les droits avaient été transférés à travers le système de subdélégation. Évidemment, c'est un dispositif nouveau qui donne un pouvoir réel et important à la fédération. On y reviendra peut-être, Michel Savin en dira un mot, nous y reviendra peut-être aussi à travers vos questions. J'avance un peu pour passer à la deuxième partie. Je serai plus rapide. La deuxième partie de cette proposition de loi pour mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives. Là aussi, nous reprenons des propositions qui étaient dans le rapport, à savoir d'instaurer un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et sur les sociétés commerciales. À ce jour, la Cour des comptes ne peut pas intervenir. Avec la proposition de loi, elle le pourrait. L'article 6 permet à la fédération de s'associer... Pardon, je me suis trompé. Ouais. Nous souhaitons par ailleurs rattacher le contrôle de gestion des clubs à la fédération sportive plutôt qu'à la ligue professionnelle. Concrètement, par exemple, pour le football professionnel, ça voudrait dire que la DNCG ne serait plus rattachée à la ligue, mais serait rattachée, remontée au niveau de la fédération française. Nous proposons aussi de renforcer les pouvoirs de l'organisme de contrôle, la DNCG pour le football, sur les projets de cession des clubs et faire en sorte qu'ils émettent un avis et que cet avis soit rendu
public et qu'à travers le contrat de subdélégation, il y ait aussi un suivi qui soit effectué sur l'avis rendu par la DSCG. Troisième champ de cette proposition de loi, la lutte contre le piratage des contenus sportifs. Je voudrais préciser que, évidemment, et nous l'avions dit dans le rapport, on ne peut pas laisser continuer un système où il y a un piratage massif et abondant. Néanmoins, on tient à rappeler quelques éléments parce qu'on voit bien ce que certains essayent de faire passer comme message actuellement à travers des opérations de communication pour lutter contre le piratage. D'abord, le piratage n'est pas la cause principale des difficultés du football professionnel français. Il en est, je dirais même, la conséquence. Il n'en est pas la cause. La hausse des tarifs d'abonnement, la multiplication de l'offre, et aussi le manque de confiance qui s'est instauré au fil du temps entre les responsables du football professionnel et les amateurs du football, ceux qui sont prêts à souscrire des abonnements. Ces trois raisons font qu'aujourd'hui, il y a eu un développement massif, on l'a vu il y a quelques mois avec l'arrivée de DAZN, du piratage. Si on veut s'attaquer au piratage, il faut bien sûr résoudre les autres problèmes. C'est ce que nous avons essayé de proposer à travers les principales dispositions que je vous ai sommairement décrites à l'instant. Et deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, évidemment, une lutte contre le piratage permettra d'accroître les revenus des clubs, c'est une évidence, mais on sait aussi que c'est une course permanente, la lutte contre le piratage. Il y a à peine 3 ans, on légiférait déjà sur un premier dispositif qui a été, on l'a vu, assez rapidement contrecarré, et que de toute façon, il y aura toujours une forme de lutte permanente à travers contre le piratage avec des moyens technologiques qui vont parfois plus vite que la loi. Tout à l'heure, je vous rappelais que nous avions légiféré le 25 octobre 2021 pour renforcer les moyens de l'Arcom. Plus de 7000 noms de domaines ont été bloqués depuis 2022, mais ce qui constitue une avancée importante, mais désormais insuffisante compte tenu de l'ampleur prise par le phénomène. Aujourd'hui, le blocage de l'accès à des sources de diffusion illicite n'intervient souvent qu'a posteriori, ce qui laisse le temps aux pirates de s'adapter pour les matchs suivants. La proposition de loi prévoit que l'Arcom mette en place un système automatisé afin d'assurer le blocage en temps réel pendant la diffusion en direct d'un événement sportif. Cet article permet en outre à l'Arcom de communiquer aux signataires des accords volontaires anti-piratage une liste des services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures de blocage. Enfin, la proposition de loi instaure des délits spécifiques inspirés de l'infraction de contrevention de droits d'auteur et des droits voisins prévus par le Code de la propriété intellectuelle. Ces nouveaux délits ne s'appliquent pas aux utilisateurs des services illicites, mais aux organisateurs des services illicites. Serait en revanche réprimer le fait d'éditer ou de mettre à disposition du public des sites et services de piratage sportif ou de commercialiser les abonnements de boîtiers ou de logiciels donnant accès à de tels services, ainsi que le fait d'en faire la promotion. Nous avons travaillé avec l'APS, l'association qui réunit à la fois les différentes fédérations et ligues professionnelles, mais aussi les diffuseurs, et avec l'Arcom, bien entendu, qui aurait un rôle central sur la mise en place de ces mesures. Cette PPL a donc été déposée ce matin. Elle sera, sous réserve de confirmation de la conférence des présidents qui aura lieu dans un peu moins de 2 heures, elle sera inscrite le 14 mai au Sénat. Encore une fois, sous réserve de confirmation de la conférence des présidents. Mais c'est le calendrier envisagé. Bien sûr, après ce texte à partir du moment où il est déposé, ce texte va avancer. Comme tout à l'heure, je vous le disais, nous prendrons en compte si les groupes de travail conduits par la Fédération française de football aboutissent à des propositions intéressantes. Bien sûr, nous aurons l'occasion de les intégrer, que ce soit ici au Sénat ou que ce soit à l'Assemblée nationale. En tout cas, vous pouvez constater que notre détermination est entière pour faire en sorte que les maux dont souffre le football professionnel
français prenne fin et qu'un cadre plus organisé, plus structuré, plus adapté aussi aux enjeux technologiques d'aujourd'hui puisse s'appliquer à l'ensemble des fédérations et des ligues professionnelles. Je vais laisser la parole à Michel Savin, en ayant été un peu bavard, et puis bien sûr après on répond à vos questions. Très bien, merci Président. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots d'abord pour remercier le Président Lafont de pouvoir déposer cette proposition de loi qui, comme il l'a rappelé, est issue du travail que nous avons réalisé il y a quelques mois sur la financiarisation dans le football professionnel avec les 35 recommandations. Et c'est vrai que la quasi-totalité des recommandations qui avaient une portée législative sont reprises dans cette proposition de loi. Et je crois que c'est un bon message aussi pour le travail parlementaire. Il y a tout un travail qui avait été fait avec un certain nombre d'auditions que vous avez pu suivre et qui lorsqu'il a été rendu, je pense, ont permis d'envoyer un message assez fort en direction du football professionnel. Mais aujourd'hui, on l'étend à l'ensemble du sport professionnel. Et c'est vrai que les 3 chapitres qu'a présenté le président Lafont pour nous sont très importants. Hein. Consolider l'exercice des missions régaliennes dans la gestion du sport professionnel. Voilà, c'est aujourd'hui, on voit qu'on replace la fédération au cœur quand même du dispositif qui n'était jusqu'à présent peut-être pas assez le cas. Et lorsqu'on l'a au cours des auditions, bien vu le constat que la fédération, comme le ministère des Sports, était quand même très absent de certaines décisions et de l'évolution qui était prise par le football professionnel. Il nous apparaît important que la fédération retrouve toute sa place et que là aussi, sur certains dispositifs, et la fédération et le ministère des Sports aient un pouvoir de décision aussi, parce que sur les documents, notamment lorsque dans l'avenir une fédération créera une société commerciale, il faudra que tout ça soit validé et par le président de la fédération, mais aussi par le ministère des Sports, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le deuxième gros sujet, c'est bien sûr le renforcer les exigences en matière d'éthique et de démocratie. Le président a rappelé tous les dispositifs que nous avions proposés et qui vont donc être inscrits dans cette proposition de loi. Voilà, tout ce qui est le contrôle avec la Cour des comptes, mais aussi la DNCG, des obligations de déclaration à la haute autorité, mais aussi le plafonnement des rémunérations des présidents en ligue. Et puis le troisième volet, c'est bien sûr la gouvernance dans les fonctions commerciales. Et là, c'est vrai que, alors c'est une spécificité du foot, parce que seul le foot aujourd'hui, dans une organisation avec une fédération, une ligue et une société commerciale, en sachant que la Ligue a transféré la totalité de son domaine commercial, tout ce qui est droit audiovisuel, mais aussi les autres ressources de la Ligue transférées à la société commerciale, ne reste aujourd'hui à la Ligue que l'organisation du championnat et la partie sanction lorsque il y a des dispositions à prendre pour des suspensions de jours à autres. Donc on voit bien que l'essentiel, le cœur même de la Ligue a été transféré à la société commerciale et c'est le travail qu'on avait mené lors des auditions et la suite de ce qui s'est passé. On voit bien qu'il y a une volonté aussi pour nous de peut-être de faire bouger les choses, et c'est la proposition, l'article 2, ce fameux article 2 qui est présenté, qui permettrait à une fédération donc de retirer avant son terme donc cette subdélégation. C'est vrai que c'est un vrai changement dans l'organisation du sport professionnel. Voilà, il faudra bien sûr encadrer, et là c'est tout le travail que nous allons mener pendant les semaines qui viennent pour regarder que les choses soient le mieux encadrées possible. Si cette décision était prise par la fédération, encore une fois, on n'impose rien, on laisse cette possibilité à la fédération, mais là aussi on voit qu'on repositionne la fédération au cœur du système, et c'est à elle, au vu de certaines dispositions qu'on va citer, mais qui pourraient aussi être revues, certaines dispositions permettent à la fédération de prendre cette décision. Donc voilà, c'est un vrai changement qu'on propose, mais il est dû, et ce changement, il n'est pas comme ça pour se faire plaisir. Il est par rapport à un constat qu'on fait et qu'on continue à faire, parce que le président a rappelé, et j'espère que nous aurons des propositions qui seront faites par la Fédération française de foot dans les jours qui viennent, suite aux tables rondes qui sont organisées, ces états généraux. Mais on sait bien, au travers de la presse et certaines déclarations,
que ces travaux n'ont pas l'air d'être très pris de la meilleure des façons par l'ensemble des clubs, notamment pour le sport les clubs professionnels. Donc, si la fédération a des choses à nous proposer, on est ouvert à la discussion et on est prêt à regarder. Mais dans tous les cas, il faut que les choses changent parce que ce système, il faut réinventer une nouvelle économie sur le sport professionnel. C'est la proposition qui est celle qui est déposée par le président Lafont. Et bien sûr, le volet sur le piratage est un volet important qui est urgent, mais qui n'est pas le seul vrai problème du financement du sport professionnel. Voilà simplement ce que je voulais redire. Encore une fois, je remercie le président Lafont de ce travail. Et maintenant, voilà, nous allons passer à la phase législative avec un débat courant du mois de mai dans l'hémicycle sur cette proposition qui, j'espère, sera saluée et soutenue par l'ensemble du sport professionnel. Bien, maintenant j'imagine que vous avez des questions, des compléments d'information. Peut-être qu'on est passé rapidement sur certains sujets. Monsieur. Bonjour. Bonjour, Nicolas Basse de Newstank Sport. J'avais une petite question. Vous disiez sur la partie piratage que vous aviez été concerté avec l'APS et l'ARCOM. Est-ce que sur la partie gouvernance, vous avez fait part, vous avez un peu tâté le terrain du côté de la LFP et de la FFF sur ces propositions? Alors d'abord, on a effectivement travaillé avec l'APS et l'ARCOM parce qu'il y a une dimension technique qui est importante, que très honnêtement on ne maîtrise pas complètement nous-mêmes. Et il était important d'avoir le point de vue des professionnels, je pense à ceux de l'APS et évidemment de l'autorité administrative qui d'ores et déjà est chargée de lutter contre le piratage et dont les pouvoirs seront renforcés ou les outils seront complétés, l'ARCOM. Est-ce que nous avons des contacts avec les responsables du football professionnel? D'abord, on a fait 6 mois d'enquête sur ce sujet. On a rencontré beaucoup de personnes. Je crois qu'on l'avait dit déjà à l'époque, mais ce qui nous avait frappé dans la commission d'enquête, c'est le fait que les gens parlent, mais quand c'est à huis clos. Donc, évidemment, le dialogue a continué. Nous continuons de discuter avec certaines personnes, tous ceux qui veulent travailler dans la direction d'une amélioration des règles de gouvernance, de consolidation du modèle économique et financier et d'une meilleure attractivité de ce championnat. Donc oui, nous avons des dialogues, mais ce sont des dialogues, j'ai qualifié informels. Voilà. C'est un peu, malheureusement, la chape de plomb autour du football professionnel fait que les discussions sont d'autant plus nourries qu'elles ne sont pas publiques. C'est malheureux, parce que ce n'est pas notre façon de travailler, mais c'est une réalité. En revanche, bien entendu, j'ai oublié de décrire la suite du processus, c'est-à-dire comme tout processus de loi, on dépose une proposition de loi. Après, dès lors que ce sera inscrit, et nous souhaitons, vous avez compris, que ça le soit mi-mai, dès lors que ce sera inscrit ici au Sénat, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et des sports désignera un rapporteur et charge au rapporteur d'organiser un certain nombre d'auditions. Bien sûr, dans le cadre de ces auditions, l'ensemble des parties intéressées seront officiellement saisies sur les propositions, non pas sur des propositions vagues, mais sur le contenu de la proposition de loi et sur ce que nous prévoyons d'inscrire dans la loi. Vas-y, Michel. Non, c'est exactement ce que vient de dire le président. Je pense que tout le travail n'est pas terminé. C'est une nouvelle étape, une étape importante avec le dépôt de cette proposition de loi. Maintenant, on va avoir 3 mois ou 2-3 mois pour affiner les choses. Et encore une fois, cette proposition de loi peut être aussi, encore une fois, amendée dans les articles, pas sur le fond, pas sur la philosophie, mais sur des articles, mais aussi des choses qui peuvent être rajoutées, parce qu'on répète que et là, on a eu une discussion avec le président de la fédération lorsqu'il a été élu, comme beaucoup de présidents après les élections. On a rencontré les nouveaux présidents de fédération et on a échangé sur ce sujet. Et lorsqu'il nous a informé qu'il mettait en place ces états généraux, pour nous, c'était une belle opération, une bonne opération qui va
en plus en termes de calendrier, correspond tout à fait à nos travaux. Et donc, on lui a aussi fait cette proposition. Vous pouvez dire, si vous avez des sujets qui doivent rentrer dans l'aspect législatif, n'hésitez pas à nous les transmettre pour qu'on puisse aussi pouvoir avancer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de proposition faite par la Fédération française de foot, mais rien ne l'interdit à ce qu'il le fasse. Ce qui est aussi, pardon, ce qui est aussi une façon, encore une fois, on regarde d'un œil bienveillant et avec beaucoup d'attention ce qui est fait par la Fédération française de football à travers les 3 groupes de travail et les propositions auxquelles on espère elles aboutiront. C'est aussi une façon de dire, tant mieux si le football avance et arrive à formaliser des propositions, et s'ils y arrivent, et bien entendu, l'inscriront dans la loi à travers des amendements, des modifications du texte. Mais si la réflexion engagée par la fédération avec la Ligue n'aboutit sur rien, eh ben, nous continuerons, nous, sur notre texte. Bonjour, Léo Huisman de l'AFP. Une petite précision là-dessus sur ces états généraux et qui sont en cours et votre proposition de loi. Le président de la fédération a parlé d'une restitution de travaux dans la 2e quinzaine d'avril. Voilà, est-ce que ça correspond, enfin c'est ce que vous dites, Monsieur Savin, mais voilà, est-ce que ça correspond au calendrier? Voilà, au calendrier. Oui, c'est tout à fait compatible. Vous voyez, nous, on vous a parlé d'une inscription possible au mi-mai. Donc, effectivement, les groupes de travail aboutissent début. Vous parlez de mi-avril, moi j'avais retenu première quinzaine d'avril. Enfin, vous voyez, donc ça peut tout à fait s'articuler. Le fait qu'il y ait cette proposition de loi aussi aujourd'hui déposée officiellement pourrait inciter aussi peut-être à toutes ces tables rondes ou ces états généraux à accélérer peut-être leur réflexion. C'est une mesure anti-blocage. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Peut-être aussi, si vous en avez derrière vos écrans, n'hésitez pas à vous manifester. Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Quand vous dites mi-mai, ça fait un calendrier qui fait que s'il n'y a pas de session extraordinaire, le texte il n'est pas adopté avant septembre, octobre, donc pas pour la prochaine saison. Ouais, très clairement, nous on ne maîtrise pas le calendrier côté Assemblée nationale, mais la remarque que vous faites elle est tout à fait justifiée. C'est-à-dire que si nous arrivons à l'inscrire, encore une fois, nous sommes tout pour mi-mai au Sénat, ce qui est déjà un calendrier assez proche, assez court. Effectivement, il faut qu'il passe à l'Assemblée nationale. Il y a des délais incompressibles entre les 2 chambres. Et s'il n'y a pas de session extraordinaire, c'est-à-dire si l'Assemblée nationale ne siège pas en juillet, ça veut dire que c'est reporté, non pas début septembre, parce que ça m'étonnerait que l'Assemblée siège début septembre, mais fin septembre, début octobre. Et effectivement, le temps de se mettre d'accord sur le texte de loi, il y aura besoin aussi d'un travail de jonction entre les versions Assemblée nationale et les versions Sénat. Il ne faut pas escompter que ça a un impact sur dès le mois de septembre, en tout cas pour la prochaine saison de Ligue 1. Est-ce qu'il y a... J'en profite parce que j'avais une autre question. Est-ce que vous avez envisagé la question de la multipropriété des clubs? Alors, oui, dans le contrôle, bon, d'abord, juridiquement, c'est pas si simple que ça d'encadrer la multipropriété. Dans la proposition de loi, il y a une disposition qui vise à renforcer et à rendre plus solide juridiquement la position de la DNCG dès lors qu'il y a une cession ou partielle ou totale de capital avec l'entrée d'un nouvel actionnaire. Puisque dans la PPL, il est prévu qu'il y ait un avis, qu'il y ait une force juridique, enfin une importance juridique plus grande, qui soit rendue par la DNCG et que cet avis soit évidemment public. C'est une façon, nous semble-t-il, importante pour avancer, alors, pas forcément pour encadrer totalement, mais pour avancer sur la question de la multipropriété. Après, nous sommes conscients aussi que la question de la multipropriété, si elle veut être encadrée de manière efficace, pas forcément interdite globalement, mais qu'il y ait des règles plus strictes qui soient mises en place, c'est au niveau européen que ça doit l'être. C'est pour ça que voilà, on ajoute un dispositif dans le droit français, mais il y a certainement besoin d'avoir une réflexion au niveau européen.
Oui, j'avais une deuxième question. La DNCG a publié justement hier son rapport sur la situation du football et les comptes individuels des clubs en 2023-24. On voit qu'en Ligue 1, il y a 2 clubs sur 18 qui, hors transfert, affichent un résultat positif. Et ils font aussi une petite comparaison à la fin, sur le document de la LFP, avec les écarts de revenus entre les clubs dans le top 5. Et on voit que c'est en France qu'il y a eu plus gros écarts de revenus. Ça vous conforte dans votre idée Ouais, vas-y. Oui, ça conforte dans notre idée, notre proposition déjà au niveau de la distribution des ressources qui proviennent des droits TV à l'ensemble des clubs. Et c'est vrai que la proposition que nous avions faite au moment du rapport, c'était de 1 à 3. Donc on verra un petit peu après comment. Mais là, c'est la fédération. Après, nous, c'est une préconisation qu'on fait. C'est bien la fédération qui devra prendre cette décision. Et puis on a des sujets sur lesquels peut-être on aura aussi des propositions à faire dans ce texte. Je vous donne deux exemples. C'est celui ce qu'on avait inscrit dans la PPL au niveau du nombre de contrats par club. Mais là aussi, c'est à voir avec la fédération. C'est plutôt à la fédération et à la Ligue de définir les choses. Mais aussi sur la féminisation du sport professionnel, où on n'a pas d'article aujourd'hui terminé. C'est pour ça qu'on souhaite profiter du temps de la préparation avant le passage en hémicycle, d'affiner les choses pour voir quel dispositif on pourrait proposer avec l'ensemble des partenaires sur le sport professionnel féminin. J'ajoute dans la réflexion sur les écarts de revenus entre les clubs, là, vous avez à l'esprit évidemment, enfin pas que, mais on a beaucoup à l'esprit les revenus des droits audiovisuels. On sait que la deuxième source de financement des clubs, c'est la vente des joueurs. Et on a noté, comme vous, bien sûr, que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Diarra, remettait en cause aussi ce mode de financement. On pouvait remettre en cause, on est plus prudent, ce mode de financement, si bien que le schéma qui était à l'esprit des responsables du football français, c'est-à-dire à savoir, il y a les clubs formateurs qui forment les jeunes et qui se financent pas forcément beaucoup par les droits audiovisuels, mais par la vente de joueurs qu'ils ont formés, et puis des clubs qui jouent plus la compétition européenne et qui, eux, sont plus acheteurs de joueurs. On voit bien que ce modèle-là, il est remis en cause aussi par cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas de disposition dans notre projet de loi, parce que d'abord, dans le cadre de la mission pour laquelle Michel Savin était rapporteur, ce n'est pas un point qui a été étudié, ce n'était pas dans le cahier des charges que nous avait été donné par la commission du Sénat, mais c'est évident qu'il faut qu'on l'intègre aussi, notamment dans cette réflexion sur la part que doivent prendre dans le budget de chacun des clubs les revenus des droits audiovisuels. Est-ce qu'il y a des questions derrière les ordinateurs? Non, monsieur. Brice Lemley, Le Monde. Dans la manière dont la proposition de loi est rédigée, vous laissez la possibilité, par rapport au piratage, vous laissez la possibilité que le service automatisé de lutte contre le piratage soit interne à l'ARCOM ou externe. Il n'y a pas de précision. Est-ce que vous avez en tête des acteurs qui pourraient prendre le relais sur cette mission spécifique? Non, si on fait cette proposition, c'est qu'on est bien conscient qu'aujourd'hui, l'ARCOM a aussi peut-être pas la totalité des moyens pour pouvoir assurer cette mission, aussi bien en termes financiers qu'en termes humains. Donc, par contre, on a besoin de l'ARCOM. Et si l'ARCOM est en capacité de le faire, c'est très bien. Si l'ARCOM, pour des raisons qui lui appartiennent, n'a pas la possibilité technique, financière, humaine de pouvoir le faire, il faut qu'on ait un plan B. Par contre, l'ARCOM sera toujours bien sûr associé, quel que soit le dispositif, pour qu'il y ait une vérification a posteriori sur les décisions qui ont été prises. Et il faut qu'on ait un contrôle sur ce qui se fait, mais il y a, vous le savez bien, une obligation d'être réactif
dans l'immédiat lorsqu'on parle de piratage dans le sport. Et là, on a besoin d'avoir un système qui soit vraiment opérationnel. Donc, là aussi, c'est les deux possibilités. Soit l'ARCOM est en capacité de le faire, a les moyens de le faire, et c'est très bien, il y a des accords qui sont passés avec l'ensemble des acteurs, soit il nous dit, et il dit à la fédération, aux fédérations et aux ligues, non, je ne peux pas parce que j'ai un manque de moyens, comment on peut mettre en place un dispositif qui puisse remplacer l'ARCOM, mais tout en ayant après derrière l'ARCOM qui est quand même un œil sur ce qui se fait. Ça fera partie des points que le travail complémentaire qu'on va maintenant engager sur certains articles va devoir regarder. Il y a aussi sur ce sujet un autre point qu'on aimerait regarder, c'est la question du financement de ce dispositif. Évidemment, ça doit être sous le contrôle, pour des raisons juridiques et évidentes, sous le contrôle de l'ARCOM et aussi du juge. Mais néanmoins, ce type de dispositif a un coût. Les principaux bénéficiaires, en l'occurrence, ce sont les diffuseurs. On ne s'interdit pas, au contraire, de regarder comment les diffuseurs pourraient participer financièrement à la mise en place de ce dispositif. Oui, Cyril Touot de l'AFP, vous avez débuté votre intervention en parlant de la grogne de certains clubs professionnels. Est-ce que justement vous avez mesuré l'ampleur que les mesures que vous proposez pourraient déclencher comme réaction au sein des clubs et je pense aussi au sein de la ligue professionnelle? Écoutez, nous, ce qu'on a mesuré, c'est les difficultés de gouvernance de la ligue de football professionnel. Ce qu'on a mesuré, c'est la succession depuis plusieurs années des choix stratégiques catastrophiques qui font aujourd'hui que plusieurs clubs sont dans des situations financières absolument, très probablement très dégradées et remettent en cause leur existence. Ce qu'on a mesuré aussi, c'est le fossé qui s'est créé entre les responsables du foot professionnel et tous les amateurs dont vous êtes, dont nous sommes, du foot professionnel. Donc on n'est plus au stade de faire un diagnostic, on n'est plus non plus à l'idée de dire c'est par un traitement homéopathique qu'on réglera les problèmes du football français. Le football français a besoin de mesures d'une réforme d'ampleur. Soit ils arrivent en dialoguant entre eux, sous le contrôle et l'autorité de la Fédération française de football, à trouver les solutions. S'ils n'y arrivent pas, le législateur prendra les dispositions nécessaires. C'est le sens de cette PPL. Vous, comme nous, avons pris connaissance du déroulement des réunions internes à la Ligue il y a quelques jours. Donc c'est sûr que quand on voit ce type de spectacle, on peut s'interroger sur l'organisation, le fonctionnement interne de la Ligue et de savoir un petit peu, je pense que toutes les mesures qui sont présentées en termes de gouvernance, de contrôle et autres, doivent amener beaucoup plus de sérénité et replacer les clubs au centre du jeu aussi, et l'ensemble des clubs. La Ligue n'appartient à personne en particulier. C'est l'ensemble des clubs qui doivent s'approprier son fonctionnement. C'est aussi une demande de l'AFP Média, de la société commerciale, qui souhaite que les clubs s'investissent beaucoup plus dans le fonctionnement de la société commerciale, qu'elle soit un vrai partenaire pour développer les ressources de la société commerciale dans l'intérêt des clubs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clubs qui sont en très grande difficulté, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Et on lit aussi la presse, certains clubs sont aujourd'hui en grande difficulté financière. On parle de dépôt de bilan, on parle pour certains clubs de vente, on parle aussi de licenciement de personnes. Et quand on va licencier des personnes dans les clubs, c'est le personnel administratif, c'est le personnel technique. Donc, c'est les salariés qui risquent d'être aujourd'hui les premières victimes de ces situations. Donc, on ne peut pas rester sans réaction. Donc, il faut, je pense, envoyer un message fort. C'est ce qui est fait dans la proposition du président de la FOM pour expliquer qu'il faut qu'on change de système. Est-ce que derrière les écrans, il y a des prises de parole ou des questions ? N'hésitez pas. Non ? Est-ce que dans la salle, il y a encore une... Avez-vous échangé avec les responsables de CVC puisqu'il y a, selon ma lecture, potentiellement 2 dispositions de votre PPL qui pourraient les concerner et en tout cas poser question. La non prise en compte des paris sportifs dans le calcul des dividendes, la voix délibératrice de la fédération au sein de la gouvernance de l'AFP Média. Est-ce que vous avez échangé avec eux sans leur demander évidemment leur autorisation de quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez pris en compte ça? Parce que
on pourrait peut-être se demander si les règles du jeu, pour eux, ne changent pas en cours de partie alors qu'ils se sont engagés avec certaines dispositions législatives, notamment à leur époque, qui changent, qui pourraient changer. Oui, vous avez raison. Effectivement, dans les propositions que nous faisons, vous avez cité ces deux-là, il y en a d'autres qui peuvent avoir un impact par rapport au montage qui a été créé par la loi autorisant les sociétés commerciales. Alors, on n'a pas eu de discussion récente avec CVC. Par contre, on les avait rencontrés à plusieurs reprises dans certaines auditions qui étaient publiques. Vous avez pu les visionner, mais aussi dans des contacts que nous avions eus pendant les 6 mois de mission. Donc, on ne va pas me faire le porte-parole ou tromper au contraire la parole de CVC en disant qu'ils ne sont pas totalement satisfaits du fonctionnement actuel. Si on se rapporte à certains extraits de la fameuse réunion de juillet avec une prise de parole très forte des responsables de CVC qui a été retranscrit dans le rapport de Michel Savin, on voit bien que l'organisation actuelle ne les satisfait pas. En tout cas, c'est ce qui transparaissait à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a dans les clauses qui lient CVC à la Ligue, dans le contrat d'actionnaire, je crois, et il y a comment on appelle ça, les clauses majeures, là, enfin, qui pourraient remettre en cause le fonctionnement. Il y a nécessairement besoin d'avoir un dialogue avec CVC. Maintenant que la PPL est déposée, que nous allons travailler plus finement, bien sûr, nous l'aurons. Nous ne pensons pas, mais ça sera de le dire encore une fois, pas m'exprimer à leur place, que ce qui est proposé va à l'encontre de la société commerciale, puisque nous ne proposons pas de sortir de la société commerciale. Quand bien même nous le souhaiterions, nous ne pourrions pas. Voilà, on a pris acte du fait que cette société commerciale existait et qu'on ne peut pas, compte tenu des sommes investies par CVC, compte tenu des engagements pris, on ne peut pas sortir de la société commerciale. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que c'est l'échelon fédération ligue et le fonctionnement de la ligue, les modes de décision, l'implication de tous les clubs qui dysfonctionnent. Voilà. Donc je pense que c'est des préoccupations que partage l'actionnaire minoritaire. Oui, de toute façon, comme l'a rappelé le président, il y aura nécessité et même obligation de discuter avec CVC. D'abord au sein du pacte d'associés, parce que s'il y a le remplacement de la Ligue par la fédération, tout ça doit se faire en parfaite harmonie et en parfaite discussion avec CVC. Il y a certaines dispositions qui, dans le pacte d'associés, devront être revues. Mais encore une fois, je pense que cette proposition, elle fait aussi écho aux attentes de la société commerciale, notamment de CVC, hein, qui a investi 1,5 milliard d'euros, qui aujourd'hui est en attente d'un meilleur fonctionnement, d'une implication beaucoup plus forte des clubs professionnels, et puis de redorer aussi l'image qui a été celle qui a été véhiculée pendant quelque temps sur le fonctionnement du foot professionnel, où CVC même a été mis en cause, hein, dans son fonctionnement. J'espère, moi, de tout cœur, que les propositions qui sont faites aujourd'hui seront bien accueillies par l'ensemble des acteurs, et notamment de la société commerciale. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? Simplement pour une demande de précision par rapport à l'article 2. Vous disiez que ça existait dans le droit, mais que ce n'était pas encore dans le code du sport, le fait de pouvoir retirer la subdélégation. Concrètement, à l'heure actuelle, si la Ligue, si la Fédération décide de retirer la délégation de service public à la Ligue, qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que ça existait, ça existe par définition, puisqu'une subdélégation a une durée limitée, en l'occurrence 5 ans, donc il n'y a pas de systématisation ou d'obligation de renouveler la subdélégation. C'est pour ça qu'on dit que ça existe. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question. C'est qu'effectivement, ce n'est pas précisé, et on peut imaginer qu'il y aurait des contentieux assez lourds si ce cas de figure se présentait. Et donc c'est pour clarifier les choses, les règles du jeu, qu'on a préféré, qu'on souhaite l'écrire dans la loi. Et en précisant, on rend aussi l'hypothèse crédible. Voilà. Donc c'est une clarification juridique, mais on la clarifie, en apportant cette clarification juridique, on la rend crédible et faisable. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, dernier écran non plus. Eh bien, écoutez, on reste à disposition si vous le souhaitez quelques instants et on vous remercie bien sûr de cet échange.